Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce space très spécial. Et on va attendre que notre invité nous rejoigne. Zia, tu prends la parole, s'il te plaît, tu expliques comment ça se passe? Oui, alors bonsoir tous les auditeurs, merci de nous avoir rejoints. Alors concrètement, ce soir, on va avoir un space avec le président euh, provisoire de la République du Kabyle. Pendant 30 minutes, vous allez avoir une interview qui va être dirigée par Incidence. Et ensuite, on va ouvrir aux questions. Donc la priorité, bien sûr, est aux journalistes et ça va durer 30 minutes. Vous m'envoyez vos questions via DM. Donc, maximum 1 à 2 questions. Et une fois qu'elles sont validées, on posera au président les questions. Alors, comme nous avons toujours fait dans nos spaces sont pour comprendre une thématique, l'analyser et essayer de comprendre ce qu'il en est des tenants et aboutissants. Nous ne sommes pas partie prenante avec qui que ce soit. Nous cherchons à comprendre, nous cherchons à analyser et voir quels sont les différents enjeux. Je crois que Monsieur Farhat Mehni, président du gouvernement provisoire de Kabylie, est avec nous. Monsieur le Président, bonsoir. Je pense qu'il faut. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si vous pouvez peut-être vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Merci, Monsieur Farhat Menni, d'avoir accepté notre invitation. Azul, j'espère que c'est pour une première fois, je pense, que dans un space, on reçoit un homme politique de votre envergure surtout, et nous vous en sommes très reconnaissants. Je vous en prie. Je dois communiquer. C'est plutôt vous qui m'offrez l'occasion de communiquer sur le drame de la Kabylie notamment. Merci, Monsieur Farhat Mani. Donc, on peut commencer, si vous le voulez bien. Oui. Comment allez-vous déjà? Il faudrait commencer par là. La santé va bien. À 70 ans, je pense que j'ai une santé qu'on peut dire tout à fait bonne. Je dirais même très bonne pour mon âge. Alhamdulillah. Monsieur le Président, une question d'abord. Vous revendiquez l'indépendance de la Kabylie et là, vous êtes interviewé par un Marocain. La première question qui se pose, quelles sont vos relations avec le Maroc? Sincèrement, j'ai des relations avec des journalistes qui, depuis un certain temps, me demandent des interviews et auxquelles je réponds de bonne grâce. J'ai énormément d'amis marocains dans la mouvance Amazigh
Et j'ai connu quelques notables dans les années 90 notamment. Euh, je ne vais pas citer de nom pour ne pas les indisposer, mais qui ne sont plus dans les affaires, quoi. Voilà. J'ai des amitiés très fortes avec des citoyens marocains, avec des militants marocains. Je n'ai aucune relation avec les officiels marocains. Justement, c'est dans ce sens-là qu'elle est. Pardon. J'aime le Maroc. Je m'y suis rendu plusieurs fois aussitôt que les frontières étaient ouvertes en 1990. Voilà, et depuis, j'y allais au début. Depuis 2010, j'y vais plus rarement. Voilà. Et depuis, disons, 2015, il y avait, c'était ma dernière visite, c'était à l'occasion du Congrès mondial Amazigh qui s'était tenu à Agadir. Et j'ai passé une semaine et je suis revenu. Excusez-moi d'être direct, mais vous comprendrez que je ne peux pas faire autrement, c'est un peu mon rôle. On parle d'une collusion entre les autorités marocaines, l'État marocain et vous-même, votre gouvernement, que vous recevez du financement, que vous avez un appui logistique. Qu'est-ce que vous en dites? C'est des accusations qui sont quand même récurrentes. J'aurais bien aimé que ce soit vrai. Ce n'est pas le cas. Si c'était vrai, je l'aurais assumé volontiers. Ça n'a jamais été le cas. Tout cela, sont des mensonges de la propagande algérienne, juste pour discréditer un mouvement, au cas où recevoir de l'aide d'un autre pays tiers soit du discrédit. Il n'y a jamais eu à travers le monde de mouvements indépendantistes qui ne reçoivent de l'aide internationale. Nous sommes un cas complètement isolé et je dirais même pour certains euh, que certains pourraient prendre pour un cas désespéré puisqu'il n'y a pas de soutien logistique de la part d'autres pays. C'est regrettable, mais nous faisons plus avec la force de nos convictions, avec la justesse de nos combats, la force du droit sur lequel nous nous appuyons, plus que sur la logistique de qui que ce soit. Sincèrement, je n'ai jamais rencontré d'autorité marocaine. Dernière question sur ce volet-là. Sincèrement, je pense aussi que malgré tout, même si vous n'avez pas un appui de l'État marocain, n'empêche qu'indirectement, la dernière sortie la sortie de Monsieur l'ambassadeur Omar Hillel face au ministre Amamra lors de la réunion des non-alignés au Covid, vous a, comment dire, un peu remis en selle, vous a remis sur le devant de l'actualité? En effet, le devant de l'actualité, il faut dire que c'est l'Algérie qui a commencé à nous mettre sur le devant de l'actualité quand elle a décidé d'échafauder des scénarios complètement éculés pour nous attribuer des actes de terrorisme ou de nous traiter de terroristes. Et ils ont commis, le commandement militaire algérien, c'est l'Algérie donc, a commis un communiqué diffusé par toutes les agences du monde. Et c'est là qu'a commencé véritablement l'internationalisation de la question kabyle. Et c'est l'Algérie qui a donné toute la force au MAC pour être sur le devant de la scène. Ce qui est arrivé après n'a fait que accroître ce phénomène. Donc nous étions dans une démarche complètement adaptée à nos moyens qui sont inexistants, c'est-à-dire de déposer un mémorandum auprès de l'ONU pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie, et nous essayons de nous cotiser pour faire un voyage aux États-Unis, auprès de l'ONU, auprès du Pentagone, pas du Pentagone, du Sénat ou du Congrès américain, auprès de l'Union européenne, de l'ONU en général.
et nous suivions notre chemin tranquillement. Ces derniers temps, le régime algérien a décidé de se créer un ennemi interne et de le médiatiser au maximum, dans la logique de nous diaboliser et surtout de se permettre à lui d'opérer des rafles, comme il est en train de le faire, de mettre tous les Kabyles en prison et de faire une guerre à la Kabylie. Bah, Dans cette stratégie suicidaire du régime algérien, il y a eu, bien entendu, l'échange entre le représentant algérien, la Mamra, et M. Omar Hilal, le représentant marocain à l'ONU, sur le droit à l'autodétermination. Et M. Hilal, et c'est à son honneur, et je l'en félicite, comme je félicite l'ensemble du Maroc d'avoir soutenu cette démarche-là, même si ce n'est pas un soutien officiel affiché pour le MAC, il y a au moins le fait que le Maroc reconnaisse que le droit à l'autodétermination sied le plus dans la région au peuple kabyle plus qu'à un autre. Monsieur Mehni, vous avez parlé de l'Algérie, donc vous avez fait une transition. Euh, J'aimerais vous poser la question suivante. Lors des dernières élections algériennes, la Kabylie n'a pratiquement pas participé. Le taux de participation était quasiment nul. Tandis que les dernières élections au Sahara marocain, ces élections ont connu un taux de participation d'une moyenne de plus de 60%. Comment se fait-il? Quelle lecture vous faites pour vous que justement l'Algérie demande l'autodétermination pour un territoire qui s'est prononcé déjà par les urnes, non pas une fois mais plusieurs fois, et n'ouvre pas de canaux avec vous pour un territoire qui, disons, s'est montré assez réticent à se prononcer par les urnes. Je laisse les Algériens, le régime algérien, apprécier lui-même l'inconséquence de son attitude et de sa démarche. En tous les cas, la Kabylie a décidé de boycotter toutes les élections algériennes. Il y a eu les présidentielles, où il y a eu 0 votant. Il y a eu la révision constitutionnelle. Il y a eu 0 votant de la Kabylie. Il y a eu les législatives dernières. Il y a eu 0 votant. Il va y avoir des municipales et des locales le 27 novembre prochain. Il y aura 0 votant. La Kabylie ne veut plus faire... Est-ce qu'il faut comprendre que vous avez donné une consigne de boycott? Bien entendu. À chacune de ces élections, c'est nous qui avons donné le là à la Kabylie. Et la Kabylie est derrière le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ça ne fasse qu'augmenter la répression en Kabylie? Parce que justement, ces derniers jours, on a vu que la répression est allée crescendo et tout azimut. Est-ce que vous ne craignez pas justement que les Kabyles qui restent, qui sont sur place, qui vivent sur place, ne payent ce prix-là? C'est exactement ce qui est en train de se faire. Ce sont des mesures de représailles qui sont en train d'être exercées par l'Algérie contre la Kabylie. Quand ils disent, ou certains scribes du régime algérien disent qu'il y a la lutte contre le MAC, non, il n'y a pas la lutte contre le MAC, il y a la lutte contre la Kabylie et contre le peuple kabyle. C'est ce qui est en train de se passer et tout le monde l'a vu. On arrête à tour de bras et on les taxe tous d'être du MAC. Or, sur l'ensemble des centaines de personnes qui ont été arrêtées ces derniers temps, il y a quelques dizaines, disons. Il n'y en a pas plus de 70 personnes sur les 500 ou 700 personnes qui ont été arrêtées. Donc, c'est
une atteinte ou une mesure de représailles contre tous ceux qui sont des acteurs qui font l'opinion en Kabylie et qui sont des relais d'opinion et qui ne sont pas d'accord avec le régime algérien. Nous vivons et nous pratiquons la démocratie entre nous, mais le régime algérien voudrait étouffer toute velléité d'expression, de liberté de notre pays. Alors, justement, certains craignent, jusqu'à maintenant, vous avez toujours été un mouvement ou plutôt pacifiste. Est-ce que vous ne craignez pas que, justement, ces arrestations massives ne poussent certains de vos militants à des attitudes, disons, plus radicales pour ne pas dire violentes? Écoutez, nos consignes sont claires. Dès qu'on nous a taxés de terroristes sur des bases illégales et aberrantes, nous avons dit à nos militants de ne pas se cacher. Maintenant que les opérations d'arrestation de rafles sont en cours, j'ai demandé à ce que les militants restent chez eux, mais restent avec des amis, parce que nous savons que le régime algérien cherche à tout prix à pousser la Kabylie, à prendre les armes pour se donner la légitimité de raser toute la région. Et nous ne sommes pas si irresponsables que cela. Donc, s'il y a des attentats, comme ceux qui viennent d'être faits à travers les incendies et autres, ou à travers le bonhomme, le jeune homme, le pauvre Jamal Ben Smaïl qui a été assassiné à Barban Sirasen, s'il y a ce genre d'attentat, sachez que c'est le régime algérien qui les organise et non pas nous. Je ne descendrai pas de mon fauteuil pacifique. Je resterai accroché à la ligne de conduite pacifique, à la lutte politique. Il n'y aura jamais de ma part et de la part du MAC déviation de la ligne pacifiste. Nous ne sommes pas des terroristes, nous ne le deviendrons jamais. Donc la ligne stratégique du MAC reste la même. C'est l'exercice démocratique du droit à l'autodétermination de la Kabylie et point final. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, en tous les cas, ce ne sera jamais le MAC ou une organisation qui soit affiliée au MAC. Jamais de la vie. Monsieur, S'il y a un acte désespéré d'un citoyen, sachez que c'est au-delà de ce que nous pouvons contenir, nous, en tant qu'organisation politique. Monsieur Farhat Mani, même lorsque deux pays sont en guerre ouverte et font parler les armes, il y a toujours des canaux de communication qui persistent et qui subsistent. Est-ce que dans votre cas, est-ce qu'il existe des canaux de communication entre vous-même, votre organisation, votre mouvement et le pouvoir algérien? Sincèrement, il n'y en a aucun. Jusqu'à ce jour, le pouvoir algérien préfère utiliser la répression avant probablement de se rendre à l'évidence que la répression ne fonctionne pas et qu'il en vienne lui-même à chercher un contact. En tous les cas, nous ne sommes pas des sauvages. S'il y a demande de dialogue, nous dialoguerons. Il y a des principes sur lesquels nous ne transigeons pas. Le droit à l'autodétermination est sacré, inaliénable et incontournable. Pour le reste, tout se discute. Vous avez été traité d'organisation terroriste, vous avez vous-même été traité ou qualifié de terroriste, on a demandé votre extradition. Qu'en est-il? Je pense que cette extradition a été refusée. Vous avez parlé de prendre certaines mesures juridiques pour répondre à cette demande d'extradition. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Pour ma protection personnelle, il y a de nombreux avocats qui se sont proposés au cas où il y aurait
un jour demande d'extradition. Pour le moment, toutes nos informations infirment l'information selon laquelle l'Algérie aurait demandé mon extradition. Pour le moment, aucune note dans une chancellerie quelconque n'est parvenue pour étayer la chose. Je pense que le procureur général de l'Algérie est devenu un agent de propagande tout simplement. On teste des effets d'annonce. On annonce qu'on va demander l'extradition de Farhat Mani pour une consommation propagandiste interne à l'Algérie et non pas externe. Pour le moment, il n'y a strictement aucune demande, aucune invitation de la part de la France où je réside pour me signifier quoi que ce soit. Allô? Pardon. Vous êtes parti aux Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce cheminement que vous entamez face aux Nations Unies ou auprès des Nations Unies? Nous avons, nous avons déposé un mémorandum le 28 septembre 2017 à New York. Ensuite, nous avons été reçus en tant que pays minoritaire et membre de l'organisation qu'on appelle l'UNPO pour défendre le droit du peuple kabyle à l'autodétermination à Genève. Ensuite, là, nous avons préparé une plainte internationale, une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour les incendies et pour le génocide qui est en train d'être perpétré par le pouvoir algérien en Kabylie. Et nous nommons personnellement Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne, ainsi que M. Tebboune, qui est le chef des armées, en tant que responsable de l'acte de guerre et des actes de guerre qui viennent d'être commis contre la Kabylie, qui a été ravagée maintenant à 90%. Vous voyez, jusque-là, jusqu'à avant-hier, c'était les trois quarts qui étaient brûlés par les militaires algériens. Aujourd'hui, depuis avant-hier, les feux ont repris et ce qui est resté non brûlé a continué de cramer ces dernières heures. Donc, pardon, c'est quand même une accusation très grave que vous faites là. Parce que nous en avons les preuves. Nous avons les preuves que les incendies ont été faits par des aéronefs algériens et que le régime algérien a entrepris cette opération en fait pour faire d'une pierre deux coups. D'abord, brûler la Kabylie pour la faire changer d'avis par rapport à l'aspiration à l'autodétermination de la Kabylie, et deuxièmement, pour accuser le MAC d'en être les responsables et ainsi être gagnant sur toute la ligne. Or, il a perdu sur toute la ligne. C'est vrai qu'il a fait du mal à la Kabylie. Et c'est vrai que c'est un acte de vengeance que nous voyons en ce qu'il a fait. Mais pour autant, la Kabylie ne changera pas d'aspiration et nous irons droit vers l'autodétermination. Vous avez vu les vidéos, tout le monde a vu les vidéos de la personne qui a été, soi-disant, lynchée à l'Arban Tirasen. Le bonhomme a été était dans le fourgon de la police, devant un commissariat de police, avec des policiers qui n'ont même pas tiré de sommation en l'air pour sauver la personne. Et à l'intérieur du fourgon de la police, ce sont des agents du DRS, des services algériens qui avaient opéré et qui ont tué. Et les vidéos sont toujours là pour témoigner de ce qui s'était passé. Et ces agents-là ont été ensuite exfiltrés pour ailleurs et on a arrêté des gens qui n'ont rien fait pour dire que ce sont eux qui l'ont fait. Pardon, le scénario ne marche pas. Donc, alors,
des accusations algériennes et des nôtres, nous demandons une enquête internationale pour établir des faits. Les preuves préfabriquées par l'Algérie ne sont pas sérieuses et ne sont pas crédibles auprès des instances internationales. Donc, seule une commission d'enquête diligentée par l'ONU, diligentée par la CPI, la Cour pénale internationale, peut effectivement rétablir la vérité et donner qui est responsable de quoi. Comment vous avez interprété le refus de l'Algérie d'accepter l'aide du Royaume du Maroc qui consistait en la mise à disposition de 2 Canadair pour l'extinction des incendies en Algérie, en Kabylie? Ce refus est un refus de non-assistance à peuple en danger. Normalement, il devrait y avoir, comme pour les droits de l'homme, devoir d'ingérence étrangère, comme il y a eu devoir d'ingérence humanitaire à travers le monde depuis 1980, il devrait y avoir devoir d'ingérence écologique ou durable à l'échelle internationale. Et quand il y a des feux de cette nature, seules des forces coalisées peuvent en venir à bout. Et ce qui s'est passé, le fait d'avoir refusé le Maroc, ce n'est pas seulement parce qu'il considère le Maroc comme il ne veut pas se réconcilier avec le Maroc alors qu'il vient d'avoir une fâcherie avec lui, c'est surtout pour que les Kabyles meurent, pour que la Kabylie soit brûlée entièrement. Nous avons des centaines de brûlés au 3e, 4e, 5e degré. Donc, le pouvoir algérien a tout fait pour que la Kabylie meure, comme il a tout fait pour bloquer, avant cette aide aux incendies, il avait bloqué toutes les aides des Kabyles pour leurs hôpitaux saturés de patients de Covid. Donc il y a bien une volonté génocidaire dans la démarche de l'Algérie. Et nous avons vu également qu'à travers, soi-disant, la manière dont l'Algérie a essayé d'éteindre les feux, elle envoie des hélicoptères avec des seaux qui vont au-dessus de la mer, soi-disant pour les remplir d'eau, et les larguent aussitôt qu'ils sont dans les airs et font semblant d'aller éteindre le feu ailleurs. Tout cela est vu. Et on a vu l'année dernière un hélicoptère déverser un produit qui enflamma enflamma le sol dès qu'il l'a touché. Donc, l'Algérie est celle qui est le pyromane de la Kabylie. D'accord. Monsieur le Président, pour en revenir à l'aspect politique, est-ce que vous ne pensez pas que le refus du pouvoir algérien à une autodétermination ou autre formule politique n'est-il pas compréhensif? Parce que s'il vous répondait favorablement, ceci pourrait être le début d'une chute en domino. Rien n'interdirait que les Touaregs de Tamanrasset, Adrar, Ilizi demandent la même chose, les Chaouia. Est-ce que la position du pouvoir algérien n'est-elle pas compréhensible quelque part? La position du pouvoir algérien est incompréhensible parce que d'un côté, on fait tout pour que les Kabyles soient désignés à la vindicte nationale. On fait des Kabyles les souffres-douleurs de l'ensemble de l'Algérie. On fait des Kabyles l'ennemi interne par excellence. On fait des Kabyles, on nourrit les Algériens de haine envers les Kabyles, même si les Algériens ne marchent pas dans cette démarche de haine. Et on demande à ce que les Kabyles restent dedans. Le problème est que la Kabylie se sent à l'étroit de n'importe quel ensemble tant qu'il n'aura pas le pouvoir de décider pour elle-même. C'est d'ailleurs le fait que la France ait annexé la Kabylie
à l'Algérie française qui a amené les Kabyles à organiser la résistance de l'ensemble des Algériens contre le colonialisme français jusqu'à son indépendance. Donc, le fait que par la suite, les Kabyles n'ont pas trouvé dans l'Algérie leur confort, leur bonheur, le respect qui leur est dû en tant que juste citoyens, en tant qu'Algériens, eh bien, les Kabyles ont été amenés ensuite à vouloir partir. Il faut rappeler que l'histoire de la Kabylie est faite de rébellions depuis 1963 à ce jour. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous faites référence à le soulèvement de feu Hussein Ahmed. Oui, tout à fait. Après Hussein Ahmed, il y a eu le printemps berbère de 1980. Après le printemps berbère, il y a eu le boycott scolaire en 1994-95. Après, il y a eu la révolte suite à l'assassinat de Matoublnes. Ensuite, il y a eu le printemps noir en 2001-2003. Ensuite, il y a eu la répression du 20 avril 2014. Ensuite, il y a ces dernières années, ces derniers temps, une répression aveugle par laquelle l'Algérie ou le régime militaire veut absolument nous réduire par la force. Or, nous avons besoin de considération, de respect, voire d'amour des autres, comme nous en donnons autant que nous pouvons. Est-ce que maintenant, est-ce que vous seriez prêt demain à répondre à une main tendue qui vous offrirait des négociations, mais à condition de rester dans le giron national algérien? Je ne pense pas qu'il faille parler de conditions. Commencer à discuter serait déjà une bonne chose. Le reste, nous avons des principes et je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Algérie elle-même de lâcher la Kabylie. Parce que tant que la Kabylie est là, elle dessonne, elle pose problème. Donc c'est une solution, y compris pour l'Algérie, que la Kabylie puisse prendre ses aises avec sa liberté, quoi. Être indépendante comme tous les autres. Mais vous comprendrez que géopolitiquement, pour le pouvoir algérien se retrouver amputé de plusieurs centaines de kilomètres avec accès sur la Méditerranée ne serait pas acceptable, serait un signe d'encouragement, comme je vous ai dit, pour des velléités séparatistes touareg, chaoui, mzab. Est-ce que vous ne seriez pas en train, quelque part, peut-être à votre corps défendant, pas de demander, mais involontairement d'aller vers la désintégration de l'État algérien? Écoutez, je ne connais pas toutes les velléités et les forces politiques existantes en dehors de la Kabylie, notamment chez les Touaregs, les Chaouis ou les Mozabites ou les Gourari. Ce que je sais, c'est que la Kabylie a le droit à l'autodétermination. Le peuple kabyle, ce n'est pas une petite communauté. Nous ne sommes pas 200 000 ou 300 000 personnes. Nous sommes 12 millions d'âmes. Nous avons un territoire assez conséquent pour nous, pour le chérir. Donc, la Kabylie est plus grande territorialement que plus de 36% des pays siégeant à l'ONU. Nous ne nous retrouvons pas dans l'Algérie. On peut négocier, on peut voir des modalités, on peut s'entendre, mais il faut sortir de la violence répressive parce que cela ne mène nulle part. Ça mènera vers la radicalisation de la jeunesse et demain, tant que nous sommes encore là, nous pouvons gérer, mais demain, personne ne sait de quoi il sera fait et la violence pourra embraser toute l'Algérie après. Une dernière question avant de passer aux questions de l'audience.
vous nous avez parlé tout à l'heure des démarches que vous avez entamées auprès de l'ONU. Est-ce que vous avez entamé des démarches similaires ou tout au moins de premiers contacts avec l'Union africaine? Parce que la Kabylie reste située en Afrique. Nous avons écrit à l'Union africaine. Quand c'était Alpha Condé qui était président de l'Union africaine, je lui avais adressé un courrier. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai même écrit à l'un de ses collaborateurs il n'y a pas longtemps, avant le coup d'État dont il est victime actuellement. Et il y a actuellement Tshisekedi, qui est devenu le nouveau président en exercice de l'Union africaine. J'ai préparé une lettre à lui envoyer parce que l'Algérie a invité l'Union africaine à faire une session sur la lutte antiterroriste. Je voudrais que le MAC et la Kabylie puissent participer à ce colloque ou à cette séance, ou ne serait-ce qu'en tant qu'observateur, à cette séance sur ce débat sur la lutte antiterroriste, parce que nous sommes les premiers agents antiterroristes et ce dont nous souffrons en Kabylie, c'est le terrorisme de l'État algérien. Il vient de le montrer encore. Non seulement il nous brûle, mais il nous met en prison en plus. Il nous tue. Donc l'Afrique fait partie de notre champ d'intervention, comme nous avons aussi pour intention d'intervenir auprès de la Ligue arabe, dont fait partie l'Algérie, pour la sermonner sur ce qu'elle est en train de faire en Kabylie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Farhat Mehni. Je tiens juste à préciser à l'audience ou à peut-être certaines personnes qu'avec Monsieur Farhat Mehni, nous ne nous connaissons absolument pas, nous ne nous sommes jamais vus. Et je reconnais avoir eu son contact par un ancien collègue journaliste. Vous pouvez confirmer ou infirmer, Monsieur Farhat Mehni? Je ne sais même pas comment est fait votre visage. Merci beaucoup. Zia? Oui, bonsoir. Je te laisse la parole, s'il te plaît. Super, merci. Alors là, on va prendre les questions des auditeurs qui m'ont été envoyées par DM. Donc, je vais commencer avec la question de Marwan, qui est la suivante. Afrique, le casse-tête français, que vous avez écrit déjà en 2013, prédisait le début de la déroute de la France au Sahel. Pensez-vous que la France a perdu la main dans la région? Oui, la France a perdu la main dans la région dans la mesure où elle n'a pas eu une stratégie de maintien de son influence, de son aire d'influence, en ce sens que elle s'est plus appuyée sur des dictateurs que sur les forces démocratiques de l'Afrique. Merci pour votre réponse. Et sa deuxième question, c'est le MAC a tous les critères pour demander l'indépendance et devenir souverain sur ses terres. Pensez-vous que les Mzab, Chaoui et Touareg vont-ils suivre la locomotive kabyle? Rien ne peut le dire. Donc vous n'avez pas... C'est la question qui a déjà été qui a été déjà été posée. Pour le moment, Excuse-moi, j'ai pas les entendu. Chaouis, pour le moment, il y a un mouvement pour l'autonomie dans les Aurès. Il y a un mouvement pour l'autonomie au Mzab. Mais il n'y a pas de mouvement pour l'autodétermination comme le nôtre. Parfait, merci. Alors, j'ai une question de Yugurten qui vous demande, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est que l'on appelle l'opération Zéro Kabyle initiée par le gouvernement algérien et comment se manifeste-t-elle concrètement? L'opération Zéro Kabyle, en fait, dans sa pratique et sa mise en œuvre, est ancienne. Elle n'a été rendue publique que lors d'un séminaire tenu près de Moustaganem, dans un village qui s'appelle Sidi el-Qadar, je pense, ou Sidi el-Qadar, je ne me souviens plus du nom, du 18 au 20 août 2019, et c'était au moment où le Hirak, la protestation populaire, était à son apogée à Alger, et donc il fallait
trouver une solution pour casser la dynamique et monter les non-algériens contre les Kabyles et accuser les Kabyles d'avoir kabylisé le mouvement de protestation. Ça, c'était au départ. Mais l'opération Zéro Kabyle a été déjà entamée par Bouteflika, qui a essayé d'enlever tous les généraux d'origine kabyle qui lui étaient défavorables. Ensuite, cette opération consiste à dékabiliser, dans un premier temps, à dékabiliser les institutions, c'est-à-dire les institutions militaires, les institutions étatiques et puis les institutions économiques. Et une fois cela réalisé, la Kabylie n'ayant plus de défense, on allait procéder au génocide. Et c'est ce à quoi nous en sommes arrivés maintenant. C'est le génocide qui est en train de se pratiquer en Kabylie par les institutions de l'armée algérienne. Zéro Ouais. Kabyle, c'est vraiment une épuration ethnique, une éradication de tous les Kabyles de l'Algérie. Et vous pensez que c'est une continuité, ce qui se passe actuellement en Kabylie? C'est une continuité depuis Ben Bella à ce jour. Très bien, merci. Alors, on a une question de plusieurs personnes qui nous ont posé exactement la même question. C'est comment comptez-vous gérer économiquement la Kabylie si elle devient indépendante? C'est la seule chose, c'est la chose la plus facile. La Kabylie est un peuple industrieux et entreprenant. La Kabylie est dynamique. Hein. De nos montagnes, il n'y a que des pierres notamment. Hein, nous créons la ressource de l'olivier, le plus renommé pratiquement au monde. Et nous avons des ressources naturelles, mais bien entendu, moi, président de la Kabylie, je ferai en sorte d'investir dans la recherche fondamentale, dans les universités, dans une école performante, dans l'intelligence artificielle. Voilà l'économie de demain, comment elle pourra être rentable et être performante. Créer des pôles d'excellence de telle sorte que la Kabylie soit utile, non pas seulement pour elle-même et ses enfants, mais être utile pour l'humanité et non pas seulement pour un territoire donné. Merci. Alors, j'ai aussi une question de Was qui vous demande qu'est-ce qui explique l'omerta médiatique des médias français sur les exactions et arrestations abusives d'activistes du MAC et même de Kabylie non affiliés au MAC? Sincèrement, c'est la question que je me pose. Il y a un encerclement médiatique opéré contre la Kabylie. Dès que on commence à parler de Kabylie, les médias français sont comme mis mal à l'aise. Donc, ils préfèrent fermer les yeux plutôt que d'en parler. Je ne peux pas expliquer personnellement cette attitude. Je ne peux pas accuser la France de donner des instructions à ces médias, ce serait ou plutôt manquer de respect à la presse elle-même et à sa liberté d'expression. Mais je pense qu'il y a des catégories idéologiques dont se sont nourris l'ensemble des Français, des médias français depuis longtemps, qui font que une démarche comme la nôtre est troublante pour eux. Donc, on préfère se taire. Or, dans cette affaire, ce n'est pas seulement, nous ne demandons pas à la France de parler du droit à l'autodétermination de la Kabylie. Nous demandons à la France de dénoncer les arrestations arbitraires, de dénoncer les feux qui ont été mis par les militaires en Algérie, de dénoncer le fait qu'on ne veut pas que les Kabyles aident leurs frères de leurs hôpitaux à s'équiper d'équipements normaux pour lutter contre la pandémie. Voilà, nous ne comprenons pas cette attitude de l'Élysée, cette attitude de la France vis-à-vis de la Kabylie. Merci.
Et donc, pour continuer dans cette lancée, avez-vous eu au moins le soutien d'ONG, peut-être européennes et françaises, qui pourraient vous accompagner justement dans votre demande d'autodétermination auprès des Nations Unies? Il y a un certain nombre d'organisations, de personnalités qui commencent à se rapprocher de nous. Nous ne parlerons de rien pour le moment. Nous préférons que les opérations se réalisent, soient engagées par ces organisations et par ces personnalités avant qu'elles ne soient publiques. C'est à ces organisations et ces personnalités de s'exprimer et d'en faire la promotion et non pas à nous. Merci. Alors, j'ai une question de Youss Atlas qui vous dit Ezoul. Que pensez-vous de la recognisation du Tamazirt en 2016 en Algérie? Est-ce là un vrai pas en faveur de la reconnaissance de l'identité réelle du pays? Oui. Sincèrement, la reconnaissance de la langue amazigh en tant que langue officielle en Algérie est venue trop tard. C'est en 1980 que nous l'avions demandé pour la première fois. Dans les années 90, il y a eu un boycott scolaire qui a duré une année, qui a débouché quand même sur la création du Haut Commissariat à la Mazérité. C'était à ce moment-là qu'il aurait fallu mettre les choses en place. Il a fallu le printemps noir 2001 pour que dans le sang qui coulait à l'époque, Bouteflika, qui avait pris des engagements de ne jamais reconnaître la langue amazigh, soit contraint de le faire par voie parlementaire, de reconnaître la amazigh en tant que langue nationale. Et c'est les coups de boutoir du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, puis du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a amené l'Algérie à officialiser la langue amazigh, même si c'est du bout des lèvres, c'est une victoire que tout le monde attribue au MAC et à personne d'autre. Merci. Je dois vous ajouter que, de par ce qui se passe actuellement, il y a des plans. Nous avons des informations selon lesquelles un plan est en place pour justement faire un nouveau référendum et revenir sur la reconnaissance de la langue amazigh par l'Algérie. Et d'ailleurs, cette année, l'emploi du temps qui comportait l'enseignement de la langue amazigh dans l'enseignement, cette année, cette obligation a été enlevée. Le tamazirt est retiré de l'emploi du temps des lycées et collèges, des établissements scolaires en général. Donc, il y a bien une volonté de revenir dessus et cela n'a été fait que du bout des lèvres et que ce n'est pas sérieux. Et à côté de cela, on nous demande quand même de rester dans l'Algérie, quand même. S'il y avait un tant soit peu de respect pour les Algériens et les Kabyles notamment, cette décision, cette circulaire qui vient d'être rendue publique par le ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale, n'aurait jamais existé. Merci. Et justement, que dites-vous à ces personnes qui estiment que vous ne représentez pas les Kabyles et la volonté des Kabyles? Seul un référendum le dira. Merci à vous. Alors, vous avez émis la volonté de créer une antenne diplomatique au Maroc. Est-ce que c'est toujours dans vos projets? Et si oui, avez-vous eu des contacts? Nous avons envoyé une demande. Nous n'avons pas encore de contact. Nous espérons que cela ne tarderait pas. J'espère que la société civile marocaine sera d'une grande aide pour nous pour franchir certaines barrières de ce côté-là. Merci. Alors, c'était une question de nos auditeurs, Safe et Joker. Alors, une question de Idriss. Si vous demande une réconciliation avec le gouvernement algérien est-elle possible si elle s'engage à œuvrer pour une autonomie
et non une indépendance de la Kabylie. Nous sommes des hommes de dialogue, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne changeons pas d'attitude. Il y a des principes sur lesquels nous sommes intransigeants, mais le dialogue est toujours possible avec nous. Merci. Alors, une question de Yugurten qui vous demande, avez-vous une quelconque information qui confirme que des détenus kabyles sont torturés en prison actuellement par le pouvoir algérien? Quelle démarche Oui, nous avons. a adopté le Allez-y. MAC pour leur venir en secours? Nous avons eu des informations comme quoi tous les détenus ont été, euh, pratiquement tous, ont été torturés, notamment au taser. On mouille leurs habits et on met de l'électricité, on les électrocute jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont membres du MAC ou qu'ils ont commis des actes répréhensibles. C'est une pratique que Staline avait initiée en son temps pour se débarrasser de tous ses adversaires. Il les torturait jusqu'à ce qu'ils avouent un forfait qu'ils n'ont pas commis pour légitimer son exécution. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les militants kabyles. Bien sûr, nous avons saisi Amnesty International, qui est spécialiste dans la lutte contre la torture, ainsi que Human Rights Watch, la commission, le commissariat des droits de l'homme au niveau de l'ONU et de l'Union européenne et de l'Union africaine. Nous appelons tout le monde à intervenir et à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur justement ces maltraitances dont ont été victimes les prisonniers kabyles. Merci pour ces précisions. Alors, un instant, s'il vous plaît. Juste une question pour ma part, si vous permettez. Est-ce qu'il y a une coordination entre votre mouvement et d'autres opposants en Europe ou ailleurs dans le monde? Je pense notamment à Rachad. Écoutez, j'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer dessus et Rachad a confirmé mes dires. Il n'y a aucun lien possible entre le MAC et Rachad. Nous avons des projets aux antipodes l'un de l'autre. Il ne peut pas y avoir de collusion de quelque nature que ce soit, voire de convergence de quelque nature que ce soit entre lui et nous. Par contre, à l'échelle internationale, nous avons des sympathies avec des Écossais, avec des Québécois, avec des Belges, avec disons, des, les Catalans notamment, des Basques. Voilà, les Canadiens, nous sommes en contact avec tous ces peuples qui revendiquent un peu plus de liberté pour eux-mêmes. Ok, une dernière question que je viens de recevoir et qui apparemment s'est posée 2 ou 3 fois. Je pense que c'est des sportifs qui s'inquiètent pour la jeunesse sportive de Kabylie et ce que l'un d'eux a qualifié de coup d'État au niveau de sa présidence. Est-ce que vous pensez que ça fait justement partie de ce plan Zéro Kabylie que de démanteler un des porte-fanions du territoire? C'est exactement cela. Je n'ai jamais rencontré le président de la GSK, M. Cherif Mellal, mais j'ai vraiment respect et admiration pour lui, pour sa ligne de conduite. Les résultats sont là. Il a fait avancer la jeunesse sportive de Kabylie. Et par contre, le coup d'État qui vient de lui être fait est fait par les institutions de l'État et non pas par lui-même. Et non pas par ceux qui sont derrière le coup d'État officiel. Ce ne sont que des marionnettes que le pouvoir a utilisées par la voie judiciaire pour faire un coup d'État à un homme qui brillait par son succès et son intransigeance à faire de la GSK un club mondialement reconnu et auréolé. Donc, j'exprime ma solidarité
à la jeunesse sportive de Kabylie et à sa direction que la justice algérienne à laquelle la justice algérienne vient de dénier le droit de la diriger. Merci Voilà. beaucoup, Monsieur Farhat Manni. Nous avons été près de 700 personnes à vous écouter. Je vous remercie très sincèrement, très vivement d'avoir accepté d'abord l'invitation, d'avoir bien voulu répondre à nos questions qui n'étaient pas toujours très tendres, je le reconnais. Et j'espère que ce ne sera pas la première et la dernière fois et qu'on aura d'autres occasions de vous rencontrer, ne serait-ce que virtuellement. Merci beaucoup au nom de toute l'audience. Et je vous laisse le Et dernier mot, merci à vous monsieur. également. Merci. Je vous remercie également de mon côté pour cette invitation. Cela permet d'éclaircir un certain nombre de points, de donner une autre image, de donner la vraie image de ce que nous sommes, plutôt que de s'en tenir à l'image déformée et dégradante que le régime algérien veut donner de nous. Nous sommes pour la construction d'un ensemble nord-africain débarrassé des haines et des entraves multiformes des uns et des autres. Nous sommes là pour construire un avenir de prospérité, de paix et de liberté, de justice pour l'ensemble de nos concitoyens à l'échelle nord-africaine. Et je serai là à suivre, je suis là à suivre de près les évolutions miraculeuses pratiquement du Maroc dans sa marche pour le développement et sa prospérité. Et j'espère que nous aurons à collaborer pour un meilleur monde de paix et de respect des droits de l'homme. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, Monsieur Farhat Mehni. Je pense que on va rester les autres. Je pense qu'on va rester un petit moment, Zia, avec les auditeurs. Oui, alors il y a eu beaucoup de questions pour le président Ferhat Meni. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les prendre. Il y a eu beaucoup de questions qui étaient similaires aussi. Donc on a fait au mieux. On espère organiser prochainement d'autres spaces où on pourra prendre encore des questions. Oui, Euh, il faut préciser que nous avons au Space dernier établi la règle de la durée d'une heure pour nos Space c'est ça. et c'était la durée qui avait été convenue avec Monsieur Farhat Mani. Donc là, je pense que on peut s'il y a des reproches, s'il y a des recommandations pour d'autres spaces, pour ma part, je suis prêt à les entendre à partir du moment où ce soit pas dans l'insulte ni dans la critique gratuite. Nous cherchons à nous améliorer de jour en jour et c'est bon, on peut rester 10 minutes. Oui, bien sûr, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, je vais juste donner la parole à quelques personnes qui souhaitent faire un retour peut-être sur le space, ceux à qui on a pris leurs questions, parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre, malheureusement. Alors, on va écouter. Hop, une minute. Alors, une minute, je donne la parole, hein, un instant. Salam. Salam, suédois, on t'écoute. Ah, il est parti le monsieur? Ah oui, il est parti. On avait convenu d'une heure avec lui et on les a un peu. Non, on était pile poil sur une heure.
En fait, j'ai plusieurs questions puisque je suis arrivé en cours de live. Oui, on t'écoute. Du coup, je voulais savoir, du coup, est-ce que vous avez abordé, par exemple, puisque moi, le conflit qui parle, moi, ça me rappelle un peu le nord du Maroc, le Rif. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Il y a déjà... Alors, il y a- concrètement, ce soir, on a parlé du sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire la Ouais, Kabylie. ouais. Mais quelle était la question? Moi, c'est juste pour savoir, eux, en fait, leur objectif, c'est de créer un État ou de monter politiquement. Et est-ce que ce mec-là, il est présent en Algérie ou à l'étranger? Alors, il vit en France. Il est Ah, réfugié d'accord, politique d'accord, en d'accord. France. Parce que c'est Et risqué un peu comment il parle s'il serait en Algérie, non? ben, certainement, bien sûr. Bah ouais, ça veut dire, franchement, faut avoir du courage hein, pour faire ce qu'il fait, hein. Franchement, il est courageux. Il a, oui, une certaine forme de courage, on va dire ça comme ça, mais concrètement, Alors, je ne sais pas si tu as raté la totalité du space, Moi, mais je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à 10 dernières minutes, moi. ah, donc tu as raté la totalité du space, c'est dommage. Bien. Ouais, ouais, c'est ça qui est dommage, ouais. Ouais, J'ai pas tout suivi. J'ai suivi quand il parlait de référendum, tout ça. ok. Mais si on peut passer à l'autre question, parce que comme on n'a Ouais, que ouais, 10 ouais, minutes, voilà, je vous posais ma question. Je vous posais ma question. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, euh, avoir, euh, avoir un gouvernement kabyle, ça serait possible à l'avenir? Vous pensez que c'est faisable ou c'est impossible? ah, ça, c'est une question difficile à répondre parce que pour le moment, c'est une situation de blocage et le pouvoir algérien ne paraît pas prêt, ne serait-ce qu'à entamer des discussions. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont être contraints à donner la parole. Ah, ça, c'est seul l'avenir le dira. D'accord, ok. Donc, Merci, très bien, je passe mon tour. Merci, au revoir. merci beaucoup. Merci. Pour les intervenants, s'il vous plaît, si vous pouvez être concis et pour qu'il y ait un maximum d'intervenants, s'il vous plaît. Oui? Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, concernant Monsieur Méni, alors moi, je suis kabyle, hein. Je suis kabyle comme Farhat Mehni, mais j'ai pas le même niveau en langue kabyle que lui, ça c'est sûr et certain. En même temps, c'est normal, je suis né en France et j'y ai vécu, j'ai grandi, bref. Et en fait, ce que je vois, que ce soit au Bled ou en France, ben, il a au maximum 10% des Kabyles avec lui, ou 15 max. Et il parle réellement comme si tous les Kabyles, ou au moins plus de 50%, étaient pour ce projet, derrière lui, etc. Et c'est là en fait que ça pose problème. Parce que il n'est pas dans une logique, il est dans sa logique à lui, pas dans la nôtre. Là, si tu permets, je vais essayer de te répondre. D'abord, on lui a posé la question que s'il était représentatif et il a répondu, je pense que tu n'as pas assisté à tout l'entretien, il a répondu que c'était aux urnes de démontrer s'il était majoritaire ou minoritaire. Ouais, Donc déjà, il a répondu à cette question. Le reste, je ne veux pas intervenir et donner un avis qui ne serait que trop personnel. alors, ouais, je peux comprendre qu'il... Si, si, j'étais là, il a demandé un référendum pour savoir, etc. Mais moi, j'ai un certain référentiel. Des Kabyles, j'en croise des centaines, des milliers, peut-être même en un an, plusieurs milliers. Et on en discute. Et pas beaucoup, en fait, sont pour ce projet. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince parce que moi, bon, j'ai un certain pourcentage en tête, comme je vous l'ai dit, 10 ou 15% max, max. Et ben, voilà. Et alors, il y a une chose dont j'aimerais dire, c'est que il y a 10 ans,
c'était pas plus de 1% ou 2%. Là, on est à 10, 15 max. Et ouais, il y a eu quand même, ouais, il a monté en grade quand même. Il y a eu- Beaucoup l'ont suivi en l'espace de 10 ans. Et ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit clairement pas. Oui, mais où est la question? Parce que ça, ce serait rentrer dans une autre discussion de savoir comment est-ce que le pouvoir algérien a su négocier ou pas cette problématique. Ça, on peut pas partir sur la base de suppositions. Ouais. Merci. Ok, pas de souci. Merci à toi. Une Ok, autre intervention, s'il vous plaît. Bonsoir Nada, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je tenais à vous féliciter pour la qualité du space. Je vous écoute depuis le début. Je n'ai pas osé interrompre. Les questions étaient tellement pertinentes et les réponses de M. Farhat Mendy aussi. J'avais juste une question. Alors, lorsque M. Mendy a dit qu'il avait envoyé une correspondance à Alpha Condé à l'époque, bon, mais maintenant il a fait l'objet d'un coup d'État, donc on peut se dire que la correspondance a dû se perdre en route. Là, il y a un petit espoir avec Monsieur Tshisekedi, vu que dernièrement, bon, la RDC a opté pour l'ouverture d'un consulat, une représentation consulaire, je pense, en province du Sud. Enfin, c'est une question, mais en même temps, c'est une réflexion un peu qui survenait comme ça. Vu que là, la Mamra est en train d'user ses semelles en Afrique pour essayer de prendre un peu plus de voix et de soutien vis-à-vis de la reconnaissance du Polisario et autres, et du coup, ben, j'imagine sous la table pour contrer le MAC et pour contrer M. Farhat Mendy à l'étranger, est-ce que M. Farhat Mendy a pensé justement à une autre stratégie, notamment au niveau de l'Afrique? Quand je dis Afrique, je dis à grande échelle, hein, pas seulement l'UA ou la commission ou les organisations, les diverses organisations représentatives de l'Afrique. Donc, l'Afrique dans son sens large, mais aussi au niveau de l'Europe. Donc, j'ai entendu lorsqu'il a dit qu'il y aura plusieurs organismes et organisations qui s'approchent du mouvement, mais il n'y a toujours pas de lueur d'espoir, je dirais, qui puisse confirmer la chose. Donc, est-ce que dans un avenir proche, disons court, moyen, voire un peu loin terme, mais pas tellement loin, est-ce qu'il y a quand même des organismes ou des organisations à échelle internationale qui puissent soutenir le mouvement pour l'indépendance de la Kabylie? Donc ça, c'est une. Et de deux, lorsque vous avez parlé d'une antenne du MAC au Maroc. Donc, une correspondance a été envoyée, d'après ce qu'a dit M. Farhat Mendy, mais pas de contact. Je suis restée un peu dans le flou parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je suis très loin je dirais, du domaine. Hein. Je ne sais pas diplomatiquement parlant les circuits qui sont empruntés. Voilà, je suis un peu restée sur mes fins là-dessus, vu que quand même le MAC n'est pas reconnu à échelle internationale comme étant, je dirais, un pays en tant que tel, hein, un État en tant que tel. Voilà, donc je suis restée un peu sur ma fin là-dessus. Je ne sais pas si j'aurai une réponse ou pas. Voilà. Ben, la réponse, c'est que tout simplement, c'est de la pure diplomatie. Dans la pure diplomatie, moi, je ne saurais pas dire. Théoriquement, il y a toujours, théoriquement, je dis bien, hein, donc je n'affirme rien, je ne suis le porte-parole de personne. Donc théoriquement, il y a toujours des canaux plus ou moins officiels, plus ou moins officieux. Ça, c'est déjà la règle, parce que comme j'ai dit au cours de l'interview, même entre les pires ennemis, théoriquement, il y a toujours des canaux de communication qui restent ouverts. Bon, maintenant,
Il a fait une demande, très bien. Bon, bah, il a fait une demande et après, c'est une question de conjoncture, de conjecture de bons ou de mauvais moments pour accepter ou refuser. Donc là, il a laissé entendre qu'il y avait un stand-by et le stand-by, il va durer jusqu'à ce qu'il y ait une décision dans un sens ou dans l'autre. Merci, Nada. El Choupa, Merci. bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir les amis. Azul Fellaoun, j'espère que je dis ça correctement. Justice est faite. Enfin, on entend les voix dissonantes de l'Algérie. Le procédé, on en parlait depuis toute l'année dernière sur YouTube, d'ouvrir les plateformes et les micros marocains aux opposants algériens et même aux opposants espagnols. Hein. J'aimerais bien qu'on reçoive 24 Carles Puigdemont pour avoir son avis sur ce qui se passe en Catalogne. Oui, je comprends le malaise des autorités marocaines à recevoir ou à, comment dire, officiellement des gens comme ça, mais rien ne nous empêche sur les réseaux sociaux et sur les médias alternatifs de recevoir ces gens et de leur donner une plateforme Là, et de les laisser j'entends rien. s'exprimer. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, je C'est bon? t'entends. Oui. Je t'entends. Donc voilà, oui. Donc il était temps qu'on reçoive ces gens-là. Et je voudrais juste répondre au frère Kabyle qui avait parlé de chiffres, que les Kabyles ne se suivaient pas, ou 10-15% et tout. C'est typique des Kabyles nés en France, des Algériens en France, qui se drapent de ce nationalisme, comment dire, fou allié par rapport à l'Algérie, alors que les chiffres des urnes lors des élections en Algérie sont assez frappants, avec 0,1% de participation. Je pense que la messe est dite. Voilà. Merci, Mais bon, El ça, Choupa. c'est, tu sais, ici, les gens, ils interviennent, ils disent leur opinion, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Finalement, nous, on est là pour écouter et pour répondre. Après, c'est l'audience qui juge et on ne détient pas une vérité pour délivrer des certificats d'en délivrer des certificats, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est surtout que c'est Oui. assez compliqué parce que concrètement, il n'a pas posé de chiffres. Je veux dire, il n'y a pas d'études qui ont été faites, ni de sondages auprès de la population kabyle pour leur dire, voilà, est-ce que vous considérez que tel ou tel parti vous représente correctement? Donc, on ne peut pas se permettre de venir et dire, oui, moi, j'ai rencontré tant de personnes et tant de personnes ne sont pas pour tel ou tel représentant. C'est trop approximatif, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de réflexion. Alors, il y a Yugurten qui voulait répondre, on t'écoute. Bonsoir à tous. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir, on t'entend. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. En fait, pour ce qui est des statistiques, donc oui, il n'y a pas de statistiques officielles qui peuvent nous renseigner par rapport au taux d'acceptation du peuple kabyle par rapport au projet de l'indépendance. Mais si on regarde les rassemblements du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ici en France, à titre d'exemple pour mon frère kabyle qui vient de donner des chiffres de sa tête, il n'y a personne pratiquement qui réussit à rassembler autant de monde pratiquement tous les week-ends un peu partout dans les places publiques sur Paris. On voit aussi que, à titre d'exemple, le mouvement du Hirak algérien est pratiquement éteint, que ce soit en Algérie ou ailleurs.
mais il y a aussi ce boycott du peuple kabyle des élections qu'on a vues, que ce soit les présidentielles ou les élections pour le référendum, le référendum pour la nouvelle constitution algérienne ou autre. Donc, il n'y avait que le MAC, il n'y avait que Monsieur Farhat Mehni qui a appelé au boycott. N'est-ce pas assez suffisant pour dire que le peuple est derrière justement l'idée de l'indépendance? Puis l'absence aussi d'autres on va dire, initiatives politiques, l'absence d'autres solutions au sein de cette Kabylie, n'est-ce pas un signe que le peuple kabyle est derrière ce projet, tout en sachant que le pouvoir algérien, au niveau de la Kabylie, il exerce un arbitraire sans égal. On est pratiquement en présence d'un pouvoir colonial qui n'hésite pas à user de la force ainsi que de la violence et à utiliser sa justice pour atteindre ses fins au sein de cette population. N'est-ce pas? Tout ça, est-ce que ça ne suffit pas pour dire que le peuple kabyle est derrière ce projet de l'indépendance? Moi, je ne comprends pas la logique de mon frère qui vient d'intervenir. À mon avis, tout est là. Si la scène politique permettait au MAC de s'exprimer, d'exposer son idée, d'exposer son projet, moi, je pense qu'il y aura plus d'acceptation au sein des populations, mais aussi cette crainte d'exprimer son idée va disparaître. Et c'est à partir de là qu'on verra les chiffres réels. En attendant, le MAC, il ne dit pas que la Kabylie doit accéder par la force à son indépendance, mais il veut organiser un référendum. Le MAC ne dit pas que la Kabylie est pour son indépendance. Le MAC, il dit que la Kabylie veut exercer son droit à l'autodétermination par la voie d'un référendum. Donc, il ne faut pas dire, excusez-moi, hein, peut-être c'est le mot, il ne faut pas dire des conneries. Merci. Bon, chacun donne son avis. Bon, j'estime que chacun pense que son avis est intéressant. À partir de là, on respecte tant que c'est dans le respect de l'autre. Bon, on avait dit 10 minutes et là, on en est à 20. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Et je vous dis à un prochain space. Je sais que beaucoup vont rester sur leur faim. Alors, juste pour information, si certains souhaitent encore échanger, le professeur fait un space pour débriefer. Donc, vous pouvez aller sur son space. Parfait. Donc, pour ma part, nous, on a décidé de faire des spaces d'1 heure. Ça nous fait déjà pas mal de travail en dehors de l'heure. Je sais que beaucoup apprécient ce travail. On les remercie. Ça fait chaud au cœur de recevoir certains témoignages. D'autres, nos critiques, les critiques que on estime constructives, on en tient compte. Les insultes, bon, ma foi, les insultes ne démontrent que la valeur de ceux qui les formulent. Aussi, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt et en espérant avoir un autre space. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Incidence. Merci, Zia. Merci. Merci beaucoup. Vraiment bravo. Hein. Allez, bravo, bonne soirée à tout le monde. Bonne continuation. À bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.